Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne, ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Comment est né le système solaire? C'est la question qu'on va se poser, tout en sachant qu'on va un peu étendre le sujet en réalité, parce que le système solaire, vous le savez, il a une caractéristique importante, c'est qu'il nous héberge. Donc le système solaire, c'est aussi évidemment la Terre, qui est cette planète assez singulière, dont on n'a pas encore trouvé l'équivalent, à moins que je sois démenti dans les minutes qui viennent, mais on verra. Et aussi une planète évidemment qui héberge la vie, donc un système solaire qui, au moins de ce point de vue-là, est assez singulier. Et en tout cas, on se posera la question comment est né le système solaire tel qu'il est, donc comment est née aussi la vie, et comment s'est formée la Terre. Et on va voir que tout ça, toutes ces questions sont liées. C'est la thématique des origines, origines dont je rappelle, ou je vous apprends qu'il est en fait, le CNRS a consacré un grand projet, l'ANR aussi, un grand projet consacré aux origines, qui a commencé il y a 2 ans, je crois, et qui se poursuivra encore 5 ans. Tous les membres de cette table ronde font partie de ce programme, et donc je vais vous les présenter successivement. Donc à ma droite, immédiatement, c'est Maud Langlois. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, astrophysicienne à l'Observatoire de Lyon, spécialiste de l'imagerie à haut contraste et à haute résolution. Vous développez les méthodes et les instruments sur les grands télescopes qui nous permettent d'observer les exoplanètes et la formation des systèmes planétaires. On peut notamment citer l'instrument SPHERE du VLT, sur lequel vous avez été très très impliqué, et on verra quelques résultats d'ailleurs de SPHERE au cours de cette présentation. À votre droite, Jean Duprat est donc un cosmochimiste, directeur de recherche au CNRS aussi, à l'IMPMC, alors un acronyme un peu compliqué pour Institut de minéralogie, joli, hein, de physique des matériaux et de cosmochimie, c'est au Muséum d'histoire naturelle. Vous êtes médaille d'argent du CNRS en 2012, spécialiste donc de la recherche et de l'étude des micrométéorites, on verra ce dont il s'agit, que vous traquez notamment en Antarctique et qui conserve la mémoire des premiers instants du système solaire, donc des témoins essentiels de cet épisode qui nous intéresse aujourd'hui, la naissance de notre système planétaire. Et vous êtes aussi responsable, d'ailleurs, on en parlera peut-être, du projet de Centre national de la matière extraterrestre. Alors vous nous expliquerez ce dont il s'agit. Un projet extrêmement intéressant qui est développé, je crois, en particulier par le Muséum d'histoire naturelle. À votre droite, Alessandro Morbidelli, planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur, directeur de recherche au CNRS, professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire Formation planétaire de la Terre aux exoplanètes. Vous êtes aussi membre associé de l'Académie des sciences et de l'Académie royale de Belgique, d'ailleurs. Vous avez obtenu la médaille d'argent du CNRS en 2019, parmi d'autres distinctions. Et l'on vous doit en grande partie, je dirais d'ailleurs, la nouvelle vision très dynamique que nous avons de la jeunesse du système solaire, parce que vous allez constater que notre vision de la formation du système solaire a beaucoup évolué dans ces dernières décennies, on va dire de ces 20 dernières années. Et enfin, Hervé Cotin, vous êtes astrochimiste, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil, président de la Société française d'exobiologie et de la commission astrobiologie de l'Union astronomique internationale. Vous avez été responsable scientifique de plusieurs expériences, notamment sur la Station spatiale internationale, membre de l'équipe de l'instrument COSIMA qui était embarqué sur la sonde Rosetta. On se souvient tous très bien de cette magnifique mission à destination de la comète Churyumov-Gerasimenko. Et vous êtes aussi membre de l'équipe de l'instrument MOMA, qui est un instrument sur le rover ExoMars, le rover européen qui, on l'espère, sera lancé, j'ose pas dire bientôt, mais un jour, enfin, il sera sans doute lancé, mais évidemment, avec les problèmes géopolitiques récents, c'est une mission qui a pris un peu de retard. En tout cas, vous êtes un spécialiste de l'évolution de la matière organique dans le système solaire. Voilà, et donc je disais, vous êtes tous les 4 membres du PEPR Origins, qui est piloté par Alessandro Morbidelli et copiloté par Maud Langlois, qui est à ma droite. Voilà, alors s'agissant des autres
de l'observation des autres systèmes planétaires. La première question que j'aimerais poser, finalement, c'est à vous, Maud Langlois. Si on s'interroge sur la jeunesse du système solaire, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que ce système solaire est particulier? On connaît aujourd'hui des milliers de systèmes planétaires, des milliers d'exoplanètes. Dans ce foisonnement, est-ce que notre environnement à nous est unique, rare, finalement très banal? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation? Alors, il y a beaucoup de découvertes, effectivement. Donc, on connaît plus de 6000 exoplanètes, du coup, des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles. Et elles ressemblent assez peu à notre propre système. En fait, elles sont plutôt assez, différentes dans le sens où il y a d'une part des biais observationnels, c'est-à-dire que c'est plus difficile de détecter des systèmes qui ressemblent aux nôtres, mais dans ce qu'on a détecté, en tout cas, il y a à peu près 4% de planètes telluriques, ce qui est quand même assez faible en partie, et des types Jupiter, mettons, qui ressembleraient aux nôtres, c'est plutôt 1 pour 1000 à peu près. Donc on est vraiment dans une situation où il y a une diversité, donc on détecte plein d'exoplanètes, mais qui ne ressemblent pas à notre propre système. Ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que ça pointe vers... il y a une physique standard commune à tous ces systèmes, mais par contre, on arrive à des systèmes très très variés, et c'est intéressant justement de les étudier, de les comprendre, d'aller au-delà, de savoir quelle est la séparation entre ces planètes et leurs étoiles, quelle est leur masse. On veut aussi savoir d'autres choses, quelle est leur composition, et c'est ce qui anime aussi la recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'un système planétaire extrasolaire, alors évidemment le système solaire, on est à l'intérieur, on a des informations à toutes les échelles. Qu'est-ce qu'on est capable de voir aujourd'hui des autres systèmes? Bon, derrière nous, on a une illustration, vous avez bien compris que c'est une illustration tout à fait qui ne montre rien de réel, c'est simplement pour illustrer la diversité, la variété, et je crois qu'il y a même d'ailleurs cette illustration ne montre pas toute la variété de ce qu'on découvre. Mais qu'est-ce qu'on est capable de voir? Parce qu'on parle de systèmes planétaires qui sont très lointains, alors votre travail c'est justement de fabriquer les outils qui nous permettront de les voir le plus précisément possible. Mais à quel point on serait capable de voir ne serait-ce qu'un jumeau du système solaire ailleurs, s'il existait? Alors, du coup, on peut revenir sur les biais observationnels qui ne permettent pas forcément des détections d'objets qui ressemblent à ceux qui sont dans notre système solaire. Parce que les objets qu'on cherche à détecter comme la Terre, ils sont à la fois beaucoup moins brillants que l'étoile qui est leur hôte et aussi beaucoup moins massifs. Et ces deux contraintes-là, en fait, limitent notre capacité à voir des objets très faibles, de très petite masse et très peu lumineux. Donc ça, c'est une limite assez importante. Là, il y a quand même une révolution. Donc, au départ, depuis les premières découvertes d'exoplanètes, principalement par des méthodes indirectes, on a avancé vers une capacité de détecter vraiment et d'analyser la lumière qui vient de ces exoplanètes. Et ça, c'est une avancée. Donc, on le voit depuis des années déjà en détection directe, mais aussi avec James Webb, qui là permet de détecter, par exemple, des composants qui n'avaient pas été détectés jusqu'avant. Et ça, c'est très important pour analyser l'atmosphère de ces exoplanètes et savoir aussi, outre leur taille, leur masse, leur densité, leur séparation par rapport à l'étoile hôte, quelle est leur composition. Parce que si on veut vraiment se rapprocher de planètes qui ressemblent à notre système, il faut aussi voir un petit peu plus en détail. Ce n'est pas juste une question de masse et de séparation. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en première approximation, si j'ose dire, finalement, le système solaire n'est pas rare dans le sens où finalement il y a plein de systèmes exoplanétaires. Finalement, il y a encore 30 ans, on n'était pas tout à fait certain qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles, mais que, en revanche, si on décrit le système solaire comme un Soleil avec un Jupiter, un Saturne, là, on commence à rentrer dans des parallèles qui sont moins valables. Enfin, on n'aurait pas encore découvert un Soleil avec un Jupiter tel que le nôtre, à la distance à laquelle il est. Alors, on pourrait citer le parallèle, par exemple, avec TRAPPIST-1, qui n'est pas
un doublon de notre système solaire parce que l'étoile est beaucoup moins massive et beaucoup moins brillante. Mais par contre, il y a quand même cette planète qui orbite autour de cette étoile-là. Et il y a deux d'entre elles qui se situeraient aussi dans une région intéressante pour héberger la vie. Donc il y a des similitudes, mais par contre, c'est quand même difficile de trouver exactement un système similaire. Oui, parce que TRAPPIST-1, il faut le rappeler, c'est une naine rouge, c'est ça, qui pèse, je crois, 1/10 de la masse du Soleil, et donc le système, ou peut-être la moitié, en tout cas, un petit système très compact, qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec le nôtre. Alors, qui ne ressemble pas, mais par contre, il pourrait aussi héberger la vie. C'est pas complètement exclu qu'il faille ressembler exactement à notre système pour être intéressant. Je pense que la diversité aussi est intéressante à analyser, c'est-à-dire qu'on a un processus de formation qui va conduire à différents systèmes, et c'est intéressant de comprendre l'ensemble des systèmes, pas que le nôtre, même si ça nous intéresse particulièrement. Est-ce qu'on peut dire que ce que nous ont appris ces 3 décennies de recherche sur les exoplanètes, c'est que finalement, peut-être il y a 30 ans, quand on cherchait un jumeau du système solaire, on aurait peut-être imaginé chercher un système solaire dupliqué d'une certaine manière, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des systèmes beaucoup plus, au moins aussi intéressants. Si on s'intéresse à la vie, par exemple, on n'est pas obligé de chercher un système solaire tel que le nôtre pour chercher la vie, ou en tout cas une planète habitable. Puisque TRAPPIST-1, lui, est un système dans lequel il n'y a pas, par exemple, de planète géante, c'est ça ? Alors, on peut imaginer. La diversité va nous faire imaginer d'autres processus, je pense, ne serait-ce que même dans la composition de ce qu'on détecte, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. La diversité est enrichissante. Il faut pas forcément se focaliser sur la forme que la vie a prise pour nous sur notre planète, en l'occurrence. Alors venons-en, je vais passer juste une petite diapo pour montrer ce qu'on est capable de voir aujourd'hui. Bon, ça, c'est vos travaux, finalement. Qu'est-ce qu'on est capable de voir ? Alors ça, c'est la naissance de systèmes planétaires, c'est ça ? Oui, alors du coup, je n'avais pas vu la diapo avant. Ce qu'on regarde, au moins en détection directe, donc... peut-être pour revenir sur la méthode, on est obligé de séparer la lumière qui vient de l'étoile qui est très brillante pour avoir accès à l'environnement autour de cette étoile-là, donc qui peut être composé de poussière, de gaz et d'éléments déjà de planètes existantes. Donc on cherche vraiment à sonder ces zones-là pour sonder le processus de formation aussi, comment on arrive à former des systèmes planétaires. Donc ça, on a accès à certains instruments qui peuvent donner des informations et qui peuvent imager. Donc là, on voit effectivement différents disques et c'est souvent des objets assez jeunes, c'est-à-dire que c'est au début de la formation. Et aller vers des objets assez jeunes, c'est aussi... là, on détecte vraiment des planètes très, très massives, c'est-à-dire des planètes qui sont thermiquement pas assez froides pour pouvoir émettre de l'énergie pour qu'on puisse les détecter. Donc, c'est des systèmes très particuliers. Les systèmes, peut-être qu'on mentionnait tout à l'heure, TRAPPIST, c'est plutôt en détection indirecte ou en transit, quand on veut analyser l'atmosphère. La détection directe, c'est plutôt des objets très jeunes et c'est plutôt des très gros Jupiters, plutôt très loin. Donc on n'est pas dans les mêmes objets, mais par contre, tout le processus de formation est intéressant de savoir qu'il y ait plein de classes d'objets formés à la fin et comment au moins ce type d'objet-là se forme. C'est particulièrement intéressant. Donc on voit des structures, en fait, de la poussière, des spirales, des choses qui sont associées ou non à des planètes, à juste de la turbulence, des vortex, etc. Il y a aussi une très, très grande diversité dans ce qu'on peut observer. Donc on peut déjà imaginer en tout cas que le système solaire a commencé plus ou moins par une étape qui ressemble à ce qu'on a derrière nous, même si on voit qu'il y a une extraordinaire variété. Je voulais vous faire réagir peut-être sur une autre image. Alors c'est vrai que je ne vous les ai pas montrées avant, j'aurais dû, mais vous les connaissez quand même bien. Il y a cette image à droite qui est une image un peu iconique maintenant de l'astronomie, en tout cas, qui visualise une étape de la formation des systèmes planétaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre d'image-là qu'on voit actuellement ? Alors, donc, c'est une image ALMA, HLTO, et effectivement, on voit des sillons du coup, dans le gaz qui sont où on imagine, s'il y a des planètes, elles puissent creuser ces sillons. Donc en fait, les sillons foncés qui ne sont pas lumineux ont moins de matière et pourraient être l'endroit où se forment les planètes. Donc ça, alors pour l'instant, on n'a pas fait de détection
de planètes dans ces endroits-là et explicitement. On en a fait dans d'autres endroits dans des disques, mais pas pour une question qui peut être une question de capacité observationnelle. C'est-à-dire comme c'est très difficile de les voir, elles y sont peut-être, et il faut reconnaître qu'on est aveugle à certains phénomènes. Par contre, des phénomènes de morphologie de disques avec des spirales ou des sillons ne sont pas toujours reliés à une présence directe d'une exoplanète. Il faut faire un petit peu, voilà, prendre des gants un petit peu avec ça. Évidemment, voilà, comme on voit des choses, on essaye de comprendre à quoi c'est dû, mais c'est pas toujours complètement facile de conclure. Il y a une image plus évidente, c'est celle qui est en bleu derrière nous. Donc là, il faut le dire, ce genre d'image, c'est tout à fait, c'est un exploit de réussir à faire ça. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Alors, du coup, vous avez un système à 4 planètes qui est assez unique, qui est détecté où on voit une vraie image. Donc, c'est ce que vous voyez, les 4. Donc, on n'en voit que 3, mais en fait, il y en a 4. 4 petits points lumineux qui tournent autour de leur étoile. Et on les voit parcourir leur orbite, comme si on se mettait en dehors de notre système loin et on les regarde tourner autour de leur étoile. Juste pour souligner, comme c'est une méthode qui a du mal à détecter des planètes telluriques, on voit des objets, des très gros Jupiters qui sont très chauds. C'est un système jeune avec du coup ces 4 planètes qui sont vraiment des très gros Jupiters. Quand je dis très gros Jupiters, c'est plusieurs masses de Jupiter, voire 10 masses de Jupiter. Et là, on a une séquence, donc c'est aussi des objets avec des périodes relativement longues, d'une dizaine ou d'une trentaine d'années. Et on les suit avec des instruments qui permettent justement de cacher, enfin de masquer en quelque sorte la lumière de l'étoile qui nous éblouit afin de justement voir ces objets distinctement. Et quand on a la lumière qui vient directement de ces objets-là, on peut analyser aussi par spectroscopie des caractéristiques, alors souvent au moins la température, mais aussi la composition de ces objets, et éventuellement savoir s'il y a des nuages dans l'atmosphère. Alors on se rapproche de modèles qui nous donnent ces informations-là, mais on a quand même accès à des paramètres assez intéressants sur ces objets. Et puis oui, du coup, JWST fait aussi des détections assez intéressantes. Alors un petit peu plus loin, parce que pour regarder très près de l'étoile, il faut des télescopes très grands. Donc là, c'est pris avec un télescope de 8 mètres. Ce qu'on veut, c'est des télescopes encore plus grands pour pouvoir aller encore plus proche et puis aussi détecter des objets plus faibles en intensité. Donc pour ce qui concerne la vision directe, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la méthode d'imagerie, c'est à peu près l'état de l'art. Est-ce qu'on fait un petit peu mieux que ça aujourd'hui? Bon, ça, c'est des images qui ont déjà 10 ans, mais qui sont quand même déjà très impressionnantes, parce qu'on voit quand même des planètes tourner autour d'une étoile. Au niveau de l'imagerie, on en est où? Est-ce qu'on est capable de voir, par exemple, une planète comme la Terre aujourd'hui, ou pas encore? Non, c'est ce que j'ai dit. On est vraiment focalisé sur des très gros Jupiters qui sont jeunes. Ça reste quand même... la limite, c'est quelques masses de Jupiter et c'est des objets vraiment jeunes. Donc là, oui, on peut faire un petit peu mieux que ce qui est montré là. Et c'est une association d'instrumentation dédiée sur des télescopes qui sont nouveaux et aussi des méthodes d'analyse de données de plus en plus perfectionnés, qui utilisent aussi le fait de pouvoir observer à différentes longueurs d'onde pour décorréler les phénomènes de nuisance. Donc on va un petit peu au-delà de ce qui est montré, mais sur la classe d'objets, on n'en a pas beaucoup qui sont moins massifs que quelques masses de Jupiter jusque-là en détection directe. Donc là, on est sur des très grosses planètes. Pour autant, on sait qu'on a, en tout cas massive, on sait qu'on a découvert des planètes, vous parliez tout à l'heure du système de TRAPPIST-1, où on a des planètes qui sont de quelques masses terrestres, voire de la masse de la Terre. Je crois qu'on est descendu même en dessous aujourd'hui pour certains systèmes. On a donc une grande variété de planètes. Est-ce qu'il y a des types de planètes qu'on observe? Alors, pas comme ça, on l'a bien compris, puisqu'il faut développer d'autres méthodes. Peut-être que vous pourriez nous expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres types de planètes qu'on découvre qui n'existent pas dans le système solaire? Alors, il y a des Jupiters chauds, par exemple, qui sont des planètes qui sont très, très proches de leur étoile et qui sont, du coup, très massifs. Ça, on n'en a pas du tout dans notre système, mais ça, elles sont découvertes déjà depuis beaucoup d'années. Maintenant, ce qui avance vraiment, c'est aussi une capacité par les méthodes indirectes, de détecter donc des vrais systèmes. Donc, je parlais de TRAPPIST avec
Effectivement, cette planète, ça commence à être plus compliqué au niveau de la détection aussi, parce que les signaux interagissent entre eux. Donc, il faut des méthodes qui s'améliorent. Donc, que ce soit en détection indirecte ou en détection directe, l'analyse des données aussi avance, et la réalisation d'instruments de plus en plus perfectionnés permet d'avancer. Je vais peut-être poser une question à vous, Alessandro Morbidelli. On a une grande variété de planètes extrasolaires aujourd'hui, donc je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre, mais on est à plus de 5000 aujourd'hui. On a bien compris qu'on essayait de les détecter par différentes méthodes. La méthode d'imagerie est peut-être la plus spectaculaire, mais en tout cas pas celle qui permet d'aller vers les objets les plus petits. Se pose quand même la question, toujours dans cette perspective de comprendre comment est né le système solaire, d'unifier. On a vu tout à l'heure des disques qui avaient un peu des formes bizarres, il y avait des spirales, il se passe des tas de choses. Est-ce qu'on a un modèle qui est capable d'expliquer cette variété extraordinaire qu'on a découvert depuis 30 ans, et aussi d'expliquer éventuellement le système solaire là-dedans? Est-ce qu'on a un modèle de formation qui puisse réunir tout ça? Bonsoir d'abord. Donc, je dirais un modèle vraiment pas, des pistes sans doute. Donc, il est clair que les lois naturelles sont universelles, donc elles doivent agir de la même façon partout. Et donc, c'est avec étonnement qu'on a découvert toute cette diversité parmi les systèmes planétaires. Donc, évidemment, la planétologie a pris donc un tournant. Et une des questions majeures est comprendre comment les mêmes lois peuvent donner autant de systèmes différents. Et donc, l'idée qui émerge, qu'il y a différentes étapes. Il y a parfois des phénomènes de bifurcation où l'évolution d'un système peut prendre une voie ou une autre. Et ceci, déjà au niveau des disques, par exemple, on peut avoir des disques très étendus ou des disques petits, selon qu'il y ait beaucoup d'étoiles aux alentours qui irradient les disques et font partir les gaz ou pas. Donc, on peut avoir déjà des disques de différentes tailles, de différentes masses. Ces disques peuvent commencer à produire des planètes. Certaines peuvent devenir plus grandes que d'autres. Les planètes interagissent avec les disques et ceci les amène à migrer, à changer d'orbite. Et les vitesses de migration dépendent de la masse des planètes. Donc, si on a des planètes petites, elles migrent lentement. Si on a des grandes planètes, elles migrent plus vite. Parfois, des jeux de planètes multiples peuvent affecter aussi la migration. Par exemple, on sait que Jupiter, épaulé par Saturne, arrête de migrer vers le Soleil. Donc, il y a pas mal d'événements qui peuvent, à un moment donné, faire évoluer les systèmes d'une direction ou d'une autre et prendre une allure ou une autre. Donc, il y a pas mal de contingences à un moment donné, qui est comme dans tous les systèmes complexes, finalement. Et ce qui est intéressant est qu'à la fin, on n'a pas tout n'importe quoi. Disons, quand on regarde les planètes extrasolaires et on les met dans différents diagrammes, distance, masse, distance, rayon, etc., on voit qu'on ne remplit pas l'espace des paramètres de façon uniforme. Il y a des archétypes des systèmes récurrents qui reviennent. Et donc, l'idée est que, justement, dans la formation planétaire, on a une sorte d'arborescence, on a des points de bifurcation, on peut prendre une branche, une autre, puis encore une branche, puis encore une autre, et donc créer à la fin un certain nombre d'archétypes, une dizaine, avec certaines probabilités. Il y a des archétypes qui sont plus probables, plus récurrents que d'autres. Le système solaire est sans doute aussi un archétype. Apparemment, c'est un archétype minoritaire. Hein, donc, on pense qu'il est relativement rare autour des étoiles, de l'ordre d'1 pour 1000. Mais bon, voilà, nous, on fait partie de cet archétype-là. Après, on peut essayer, pour des systèmes particuliers, essayer de reconstruire leur histoire si on a suffisamment de données. Évidemment, le système solaire est la cible privilégiée grâce à toutes les données qu'on a, parce qu'on ne connaît pas seulement les planètes majeures, on connaît aussi les petits corps, leur distribution. Chaque population nous donne des traces de ce qui s'est passé. La cosmochimie, évidemment, nous donne des contraintes, des indications extraordinaires qu'on n'aura jamais pour les autres systèmes planétaires. Mais d'autres systèmes planétaires aussi complexes, comme TRAPPIST, etc., on peut arriver à modéliser relativement bien, précisément, leur histoire dynamique, parce qu'on connaît beaucoup de planètes, on connaît leur résonance, leurs propriétés. Et à chaque fois, c'est des histoires un peu différentes. Voilà. Donc, les lois de la nature sont uniques, mais vu que les systèmes sont complexes, ils peuvent prendre plusieurs directions différentes.
Alors, il a fallu, donc vous avez parlé, il a fallu donc trouver un système qui unifie un petit peu toutes ces découvertes. Avant 1995, on n'avait pas à se poser toutes ces questions, puisque finalement on avait un seul exemple, c'était le système solaire. Et je pense qu'on avait un modèle qui fonctionnait sans doute à peu près bien. On peut revenir d'ailleurs sur cette découverte de 1995 de 51 Pégasi B, donc la première planète extrasolaire, vous le savez sans doute, mais c'était donc un Jupiter chaud, donc une planète d'environ de la masse de Jupiter qui tournait en 4 jours, je crois, autour de son étoile. Vous avez parlé de migration planétaire tout à l'heure. Est-ce que c'est le genre de phénomène qui peut expliquer l'existence de ce genre d'objet Oui, absolument. On pense que les planètes géantes, pour se former, doivent se former relativement loin de l'étoile parce qu'il faut avoir beaucoup de masse à disposition, il faut avoir de la glace à disposition, il faut que les gaz soient suffisamment froids pour être accrétés. Mais pourtant, on en trouve qui sont à côté de l'étoile. Et effectivement, il y a ces processus de migration qui sont un jeu qu'on comprend théoriquement, qu'on voit à l'œuvre dans les simulations dynamiques. Et qui se passe comment? Parce que ce n'est pas tout à fait intuitif qu'une planète puisse migrer comme ça. Qu'est-ce qui déclenche une migration d'une planète géante? C'est pas très difficile. En fait, une planète perturbe les disques quand elle devient suffisamment massive par sa gravité. Donc les disques n'est plus uniforme. Donc c'est au tout début de l'existence d'un système planétaire. Oui. Il y a un disque de gaz et de poussière. Donc on a au départ toujours un disque de gaz et de poussière, comme l'avait prédit Laplace. Dans ces disques, les poussières commencent à donner origine à des corps de taille moyenne, petite, une centaine de kilomètres, qui peuvent collisionner entre eux, former des planètes déjà des objets plus grands, qui peuvent aussi capturer des poussières. Donc il y a des planètes qui peuvent émerger. Quand les planètes commencent à avoir une masse significative, disons au-dessus de la masse de Mars, grosso modo, elles commencent à perturber par leur propre gravité les disques. Et les disques, du coup, n'est plus un disque uniforme, un disque qui commence à avoir des anomalies de densité sous forme de bras spiraux, etc. Et donc, la distribution des matières dans les disques, gaz et poussière, devient non uniforme. Du coup, ces distributions de matières non uniformes exercent des forces sur la planète. Et la planète, par conséquent, son orbite doit réagir. Et ce qui se passe typiquement, l'orbite perd de l'énergie du moment cinétique et s'approche de l'étoile, sauf cas spécifique. Et donc, effectivement, ces Jupiters chauds qu'on retrouve sont probablement des planètes qui se sont formées plus loin, mais qui ont migré et qui sont arrivées au bord interne du disque. Il y a un autre processus dynamique qui peut placer les planètes là. C'est un processus violent. Il y aurait plusieurs planètes géantes qui deviennent instables. Et par un biais des rencontres proches entre planètes, certaines planètes deviennent très excentriques. Ils passent proche du Soleil, au périhélie, au péricentre. Et les forces des marées, du coup, modifient l'orbite et capturent la planète très près de l'étoile. Donc, c'est deux pistes dynamiques. Sans doute, les deux sont à l'œuvre selon les systèmes et peuvent expliquer ces Jupiters chauds. Alors attention, on voit très facilement les Jupiters chauds parce qu'ils sont banals à découvrir maintenant, pas avant 1995. Mais si on débiaise les distributions, les découvertes, ils représentent seulement les 10% des planètes géantes, les Jupiters chauds, et les 1% des planètes existantes en général autour des étoiles de la galaxie. Il y a un autre phénomène. Alors, on peut imaginer, est-ce que ce phénomène de migration ait lieu dans le système solaire ou pas? Parce qu'il n'y a pas de Jupiter chaud dans le système solaire. Oui, la migration est inéluctable. Donc, d'une certaine manière, elle doit avoir eu lieu partout. Les planètes géantes se sont formées dans les disques de gaz parce qu'elles ont accrété du gaz, donc elles doivent avoir migré. Et ce qui se passe dans le système solaire, c'est la hiérarchie des masses des planètes géantes, donc quelque chose de tout à fait contingent, parce qu'on ne voit pas pourquoi Saturne doit être forcément moins massif que Jupiter, mais bon, il l'est. Et il se trouve que nos planètes géantes à nous, dont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont mis d'une manière, dans une distribution des masses, la plus grosse c'est Jupiter, puis Saturne, puis Uranus et Neptune, qu'elles tendent à migrer en se rapprochant. Parce que Saturne tend à migrer plus vite que Jupiter, Uranus et Neptune plus vite que Saturne. Donc les planètes s'approchent les unes aux autres, tout en s'approchant au Soleil, jusqu'à quand elles sont capturées dans des résonances, des moyens mouvements, là où les rapports des périodes et le rapport des nombres entiers. Typiquement, par exemple, dans un disque typique, Saturne migre vers Jupiter jusqu'à quand son période orbitale devient 1,5 fois la période de Jupiter. Et Uranus et Neptune arrivent aussi avec des périodes qui sont 1,5 fois au 4/3, la période de Saturne et d'elle-même. Quand Saturne et Jupiter s'approchent et se verrouillent en résonance, leur migration s'arrête.
Et c'est un jeu un peu compliqué, dynamique, mais qu'on comprend bien. C'est dû au fait que les deux planètes tendent à créer des sillons, un peu comme celui sur l'image qu'on a vue de HLTO. Et ces sillons se chevauchent, mais les sillons de Jupiter sont plus profonds que les sillons de Saturne. Donc bref, ça crée encore une asymétrie des forces qui bloque la migration de Jupiter. Donc on pense vraiment que chez nous, la migration a été à l'œuvre, mais à un moment donné, c'est bloqué, c'est verrouillé, grâce à la distribution des masses spécifiques parmi les planètes géantes. Et c'était notre grande chance, parce que si Jupiter avait continué à migrer vers les planètes telluriques, ben, il aurait envahi notre zone de confort, donc la Terre ne se serait pas formée. Donc c'était vraiment essentiel que Jupiter arrête cette migration. Et on le voit à l'œuvre ailleurs, par exemple, autour, les deux seules planètes qu'on connaît dans un disque protoplanétaire sont les planètes autour de l'étoile PDS 70. Il y a l'étoile B et la planète B et la planète C. C'est des planètes qui ont un rapport de masse comparable au rapport Jupiter et Saturne, sont justement en résonance entre elles. La planète C a une période orbitale qui est 2 fois la planète B. Et si on met les planètes qu'on observe, les disques qu'on observe dans une simulation numérique, ben, elles ne migrent pas vers l'étoile, elles migrent plutôt vers l'extérieur. Donc voilà un autre cas comme celui de Jupiter et Saturne à l'œuvre autour d'une autre étoile. Donc on a déjà un bout de la réponse à cette question. Comment est né le système solaire? Il est né dans un disque dans lequel ont migré deux planètes, mais dans toutes les planètes en fait géantes. Géantes, oui. Mais pas au point de balayer tout ce qu'il y avait dans le système solaire interne. Cette migration s'est arrêtée. Et vous avez été à l'initiative de travaux il y a une vingtaine d'années que vous avez développé depuis, qui explique une autre étape de cette formation du système solaire. Après cette étape de migration, il s'est encore passé des choses. On n'était pas figé complètement dans la situation actuelle. Oui, nécessairement, parce que ces étapes de migration donc, forment ce qu'on appelle une chaîne résonante, où chaque planète est en résonance avec la voisine. Donc le système est très compact. Hein. Donc disons, si Jupiter a 5 unités astronomiques, grosso modo, Saturne serait à 6,5, et Uranus et Neptune, disons, tout tient dans les 10 unités astronomiques. Mais aujourd'hui, les planètes ne sont pas là. Sont beaucoup plus étalés, parce que Neptune a 30, Uranus a 20, et il n'y a pas de rapport résonant entre les planètes. Donc quelque chose doit avoir cassé la géométrie initiale après que le disque a disparu pour amener les planètes sur les orbites actuelles. Et donc on pense que ça s'est passé par le biais d'une phase d'instabilité dynamique, ce qui a lieu souvent, parce que les planètes, jusqu'à quand elles sont immergées dans les disques de gaz, par sa viscosité, est un peu un amortisseur de l'évolution dynamique des objets. Donc, quand les planètes se perturbent un peu trop grâce au gaz, ben, les orbites sont amorties et rien ne se passe. Mais à un moment donné, le gaz est perdu par irradiation. Donc, cet amortissement vient moins et les perturbations planétaires peuvent engendrer des instabilités. On le voit d'ailleurs, encore une fois, autour des planètes extrasolaires. Si on regarde le système des planètes extrasolaires jeunes, les chaînes résonantes sont relativement fréquentes. Si on regarde les systèmes extrasolaires vieux, les chaînes résonantes sont beaucoup moins. Donc ça veut dire que les planètes, à un moment donné, deviennent instables. Et les simulations que nous avons effectuées, notamment à Nice, montrent qu'avec une instabilité dynamique et avec un disque de petits corps ancêtre de la ceinture de Kuiper d'environ une vingtaine de masses terrestres au-delà de Neptune, effectivement, une instabilité dynamique peut amener les planètes sur les orbites sur lesquelles on les connaît aujourd'hui, en même temps sculptant cette population de corps transneptuniens pour former la ceinture de Kuiper telle qu'on la connaît, avec une composite chaude, qui est une composante dispersée, un nuage dehors. C'est la situation actuelle du système solaire. Etc. Ouais. Donc on a, pour résumer, mais vraiment à grands traits, il y avait donc ce phénomène de migration dans le disque et on a compris que ne serait-ce que cette étape pouvait donner lieu à une grande diversité. Et Tout que à nous, fait. on avait... Probablement la plus grande diversité vient du processus de migration. Et puis une deuxième qui est cette instabilité dynamique qui est liée au fait que finalement il y a du chaos dans la gravitation et dans les interactions des corps célestes les uns avec les autres. Et là encore, on a une deuxième étape de diversité. Et donc on comprend bien peut-être que finalement on peut avoir toute cette variété observable à partir de ces au moins deux mécanismes. Ça explique parfaitement bien. Ça explique donc parfaitement bien. On le verra. Justement, c'est peut-être la question que je voulais poser à Jean Duprat et puis aussi à Hervé Cotin ensuite. On a donc un modèle qui fonctionne bien pour la formation du système solaire. Un modèle général, on va dire, qui explique à peu près la diversité des exoplanètes. Mais s'agissant du système solaire, c'est un beau récit, mais
quels indices, quelles preuves nous avons que les choses se sont passées ainsi, donc naissance dans un disque, migration, et puis ensuite instabilité gravitationnelle. Est-ce qu'on a des indices observationnels qui confirment ou qui infirment ces résultats? Bonsoir. Je dirais le scénario général qui est décrit, celui-là, il est très stable, il est très robuste, et c'est des idées en fait assez très anciennes. Qui reposent sur, comme Morbil disait, des lois de physique très générales. Donc, en gros, la présence d'un disque autour des étoiles, c'est un phénomène générique au moment de la formation stellaire, puis au moment de la formation planétaire. Là où c'est plus important pour ce qui nous concerne, c'est le système solaire, c'est qu'effectivement, si maintenant on veut aller au-delà d'une simple idée générale comme ça, mais aller vraiment regarder qu'est-ce qui s'est passé de façon plus précise et commencer à regarder des choses que Alexandro décrivait avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le disque entre, par exemple, des échanges entre les parties chaudes du disque, donc les parties proches de l'étoile, qui ont formé un certain type de planètes. Donc, par exemple, si vous regardez le système solaire, il y a une chose quand même qui est frappante. Vous avez au départ 4 petites planètes rocheuses, puis après des planètes géantes gazeuses, et puis après des corps glacés, des planètes géantes glacées, puis des comètes. Donc ça, par exemple, leur composition, on sait qu'elles sont différentes. Il va y avoir des compositions avec plus de glace, donc à l'extérieur, mais la partie rocheuse, par exemple, est-ce qu'elle est la même dans les deux réservoirs? Ça, c'est des questions qui sont encore actuelles, et c'est indispensable d'apporter des observables là pour comprendre ce qui s'est passé, comment les planètes se sont formées et comment les. Et alors ça, donc, heureusement, on a. Donc, déjà, l'essentiel de cette matière, c'était celle du disque. Elle a disparu parce qu'elle a formé, essentiellement, elle a été engloutie dans l'étoile, pour la très très grande partie d'entre elles. Puis ensuite, elle a formé les planètes, mais les planètes, comme la Terre, elles sont issues de ce matériau, mais ce matériau a été profondément changé. Donc, le matériau qui nous constitue, juste peut-être un rappel, le matériau qui nous constitue est extraterrestre en ce sens que les noyaux se sont formés dans des générations d'étoiles avant. Il n'y a pas eu de synthèse de matière au sens nucléaire. Tous nos noyaux, tout ce qui nous constitue, là, a été formé dans des générations d'étoiles avant. Par contre, l'agencement de ces atomes entre eux, lui, c'est très rare de trouver des agencements qui n'ont pas changé depuis la formation planétaire, voire même qui prédatent. Et pourtant, c'est possible d'en trouver. Et c'est ça qui, pour nous, est important, c'est-à-dire d'arriver à trouver soit des roches, donc en l'occurrence, les premières qu'on ait trouvées, c'est des météorites, soit des poussières, des micrométéorites, à l'intérieur desquelles on peut voir des agencements de minéraux, donc soit des agencements... soit de minéraux, voilà. Alors, donc ça, c'est un exemple de poussière qu'on a collectée au centre de l'Antarctique, à Dôme C, près de la station Concordia. Ah ben oui, voilà. Ça, c'est les collectes de poussière qu'on fait au centre de l'Antarctique. Donc là, on va juste, enfin, un mot là-dessus, on va juste là-bas parce que c'est la poussière extraterrestre, tombe partout sur Terre. C'est juste que là-bas, c'est beaucoup plus propre. Donc en fait, on la reconnaît directement. Il y a c'est un endroit absolument exceptionnel pour ça parce que la composante de poussière terrestre est très faible. Donc, par exemple, quand on analyse cette neige, si jamais on travaille très très proprement, on arrive à ce qu'il y ait 80% de la poussière que l'on collecte qui est d'origine extraterrestre. Il y a très peu d'endroits sur Terre où on a ça. Donc en fait, quand on analyse ce type d'objet, ce qu'on va trouver, c'est qu'on va trouver, parfois on va trouver des tout petits minéraux. Donc vous voyez, ces objets, ils font une centaine de microns, on va dire. Donc ça fait un dixième de millimètre. Donc c'est petit, mais c'est pas si petit que ça. C'est-à-dire ça se voit quand même comme un petit point noir sur une feuille blanche.
Par contre, à l'intérieur, vous voyez, rien que cet objet-là, vous voyez qu'il est constitué de plein d'autres petits objets dedans. Et alors, dans certains cas, vous avez des objets minéraux, des tout petits minéraux qui font, eux, quelques microns, qui, eux, n'ont pas changé depuis leur formation, leur condensation dans des enveloppes stellaires avant la naissance du système solaire. Donc ça nous renseigne directement sur le matériau qui a alimenté le disque, la nébuleuse protosolaire, c'est-à-dire le nuage de gaz et de poussière à partir duquel notre étoile et les planètes se sont faites. Puis après, vous avez dans les météorites, alors beaucoup plus dans les météorites que dans les micrométéorites, vous avez toute une diversité d'objets, des diversités minérales. Et donc vous en avez certaines dont on pense qu'elles sont beaucoup plus proches du matériau qui a constitué les planètes telluriques, dont la Terre. Et puis vous avez du côté des poussières, là par exemple celle-ci, je crois que c'en est une probablement, c'est une poussière très carbonée. Ça se voit parce que vous voyez en haut à gauche, là, vous voyez cette espèce de matière lisse. En fait, c'est une matière, donc ce n'est pas des minéraux, là, c'est une matière nous, on l'appelle matière organique. Alors, ce n'est pas du tout la vie, mais c'est une matière juste carbonée avec des chaînes de carbone, d'hydrogène, avec de l'azote. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. On a pu trouver comme ça des poussières avec des composantes carbonées très, très abondantes. C'était une surprise d'ailleurs de les trouver. Et ça, on pense que ça vient de la surface des comètes. Et on sait que ces poussières-là, comme la plupart des météorites, donc, viennent des petits corps et n'ont pas changé depuis 4,5 milliards d'années. Donc en fait, c'était ce type d'objet qui a alimenté les surfaces planétaires et qui a continué à les alimenter d'ailleurs. Et en fait, si on se pose la question de savoir sur une jeune planète, qu'est-ce qu'il y avait comme molécules organiques, en fait, il faut regarder, c'est ce type d'objet qui nous donne les réponses. Donc voilà, donc on continue à trouver sur Terre, parce que ça tombe, des témoins de cette période très ancienne. Et bien sûr, alors donc ça, c'est une chose qui est faite depuis longtemps, de collecter cette matière extraterrestre sur Terre. Et le grand apport, je dirais, des dernières décennies et puis la décennie à venir, c'est de comparer ces objets avec des retours de missions spatiales. Donc là, on a évoqué ça, l'orateur précédent l'a évoqué, la mission Osiris-Rex. Il y a eu là plusieurs... voilà. Donc ça, c'est... Alors, les images se ressemblant beaucoup, je ne sais pas si c'est Hayabusa 2. C'est Hayabusa 2, oui. C'est Hayabusa 2, je pense, oui, j'avais reconnu. Donc ça, c'est le prélèvement d'échantillons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... il y a 20 ans, enfin, c'est pas que c'était inenvisageable, mais quasiment. Enfin, au sens, c'est vraiment quelque chose d'absolument formidable. Donc ça, c'est une mission japonaise de la JAXA, Hayabusa 2, qui s'est posée sur un astéroïde carboné, Ryugu, qui a prélevé des échantillons de cet astéroïde carboné et qui les a ramenés sur Terre. Et ces échantillons étaient disponibles en laboratoire pour pouvoir... Donc là, tout l'enjeu, c'est donc de comprendre la composition. Et là, la différence, c'est qu'on connaît le corps parent, on sait d'où ça vient, ce qui n'est pas le cas pour la matière qu'on collecte au hasard sur Terre. Et donc, on peut la comparer avec ce qu'on a dans les collections. Et donc, on a pu vérifier que cette poussière-là correspondait bien à un certain type de météorite, des chondrites carbonées de type... alors, techniquement, ça s'appelle CI. Alors, nous, on a une météorite au muséum qui est un peu notre objet star, qui s'appelle Orgueil, qui a une composition proche, mais pas tout à fait la même que celle-ci, que celle de Ryugu. Voilà. Donc c'est en comparant ces objets entre eux qu'on apporte des éléments de réponse à l'ensemble du scénario que décrivait Alessandro. Parce que là, on est donc sur des témoins de l'époque, en fait, finalement, qui n'ont pas beaucoup bougé, en tout cas. Oui. Alors, disons que ça a beaucoup moins bougé qu'une planète. Par exemple, la Terre, on sait que si vous prenez une roche à la surface terrestre, vous allez en gros comprendre des choses sur la géologie de la Terre, mais vous saurez très peu sur le matériel qu'il a formé au départ. Un astéroïde, il n'a pas de tectonique des plaques, il n'a pas de... Bon, pour une grande partie d'entre eux, comme ils ne se sont pas différenciés.
Et donc, du coup, leur matériau est très proche du matériau de départ du disque, mais quand même pas tout à fait le même. Donc ça nous apprend, parce qu'il y a quand même eu 4,5 milliards d'années, donc il s'est passé des choses. Il y a eu de l'irradiation, il y a eu de l'altération. Et ça aussi, c'est des choses qui sont très intéressantes à comprendre. Donc on a bien compris que, bon, pour répondre à cette question, il y avait l'approche de la théorie, de la modélisation, donc essayer de comprendre finalement la variété des exoplanètes et puis le système solaire dans toute cette variété. On n'en a pas parlé, Alessandro Morbidelli, mais quand j'ai montré tout à l'heure, on va peut-être pas revenir dessus, mais l'organisation du système solaire, vos modèles expliquent, enfin essayer d'expliquer en tout cas cette variété, où est placée la ceinture de Kuiper qu'on observe là au-delà de Neptune. C'est comment dire, la dynamique de ces objets est extrêmement importante pour valider vos modèles. Donc ça, c'est l'aspect théorie. On a compris avec Jean Duprat qu'on avait aussi la possibilité d'analyser la matière même qui était présente au tout début du système solaire, même si on a bien compris que oui, évidemment, 4 milliards et demi d'années sont passées quand même. Donc c'est un matériau qui est primitif, disons qui est le plus primitif possible, mais c'est pas non plus un instantané peut-être de ce qu'il y avait il y a 4 milliards et demi d'années. J'aimerais qu'on aborde une question centrale et qui est liée à vos travaux, Alessandro, et qui est liée à vos travaux aussi, Jean et Hervé. C'est la question de l'origine de l'eau, parce que si aujourd'hui, en tout cas, ce qui fait un peu la singularité du système solaire, mais peut-être parce qu'on n'a pas encore les moyens de détecter l'eau ailleurs. Ça, Maud Langlobe pourra peut-être nous dire deux mots là-dessus. Mais une des particularités quand même de notre système solaire, c'est cette planète sur laquelle on est, qui est donc une planète bleue complètement. L'eau vraiment couvre 73%, je crois 72% de la surface terrestre. Comment l'origine de l'eau s'explique dans le scénario que vous avez esquissé, Alessandro, où il se passe beaucoup de choses? La Terre, elle est quand même assez proche du Soleil, et puis Vénus est une planète sèche, Mars est une planète sèche. Pourquoi il y a de l'eau sur Terre? Oui, voilà, c'est un très bel exemple aussi de cette synergie entre la modélisation et les données cosmochimiques. Donc la Terre est couverte d'eau par 3/4 de la surface, mais c'est juste une fine pellicule, hein, donc l'épaisseur moyenne des océans est quelques kilomètres. En total, l'eau sur Terre n'est même pas le 0,1% de la masse de la planète. Donc, c'est bizarre parce que les objets dans le système solaire tendent à être soit très riches en eau, à la raison de 20, 30, 50% de leur masse. C'est le cas des chondrites carbonées, c'est comme Orgueil, c'est le cas des comètes, bien sûr, ou alors complètement sèches, comme par exemple les chondrites en statite, les chondrites ordinaires. La Terre, donc, est juste au milieu, un peu d'eau, mais pas trop. Et donc, c'est un peu bizarre, parce que soit l'eau existe, soit elle n'existe pas. Et l'eau est abondante comme élément, comme molécule dans les systèmes solaires. Donc, si l'eau existe sous forme solide, prête à être accrétée, un objet devrait en accréter 30, 40, 50% de sa masse, pas 0,1%. Et si l'eau n'existait pas du tout, comment est-ce qu'elle arrive à cette 0,1%? Donc, il y a eu beaucoup d'idées qui ont évolué dans le passé. Au départ, les gens disaient, ben voilà, les corps les plus riches en eau, c'est les comètes, donc c'est peut-être un bombardement cométaire. Et là, les cosmochimistes nous montrent que c'est pas possible parce que la Terre a un rapport isotopique de l'hydrogène, de thorium sur H, hydrogène, qui ne colle pas du tout avec ce qu'on mesure dans les comètes. Et pareillement pour l'azote, le rapport entre l'azote qui pèse 15 par rapport à l'azote qui pèse 14, les rapports qu'on trouve sur Terre est complètement différent du rapport qu'on trouve dans les comètes. Par contre, c'est pareil à ceux de chondrites carbonées. Alors, les chondrites carbonées contiennent moins d'eau que les comètes, à peu près 20% pour Orgueil, mais ont une origine plus proche de la Terre que les comètes. Et donc, les modèles et les modélisations montrent qu'effectivement, c'est très difficile pour la Terre d'accréter beaucoup de comètes. On accrète très peu de masse cométaire. Environ 1/1000e de la masse de la Terre vient des comètes. Mais les chondrites carbonées peuvent avoir contribué au niveau de quelques pourcents de la masse de la Terre. Et encore une fois, en regardant les isotopes, les cosmochimistes nous disent à peu près 5-6% de la masse de la Terre viennent des chondrites carbonées. Donc, en raison, ces 6%, 5% de la masse de la Terre vient des chondrites carbonées. Les chondrites carbonées contiennent 20% d'eau. Donc, à peu près, ça colle. Voilà. Ça colle, et du coup, on avait cette idée que voilà, l'existence de l'eau terrestre est encore une fois contingente. Ça vient du fait qu'on ait pu déloger des chondrites carbonées au bon moment grâce à la formation des planètes géantes qui ont pu bombarder la Terre, etc. Là-dessus,
un résultat très important vient d'être établi par les confrères cosmochimistes de Nancy, notamment Laurette Piani et Yves Marocchi, qui ont publié en 2020 un article sur Science très très important. Eux, ils ont montré qu'il y a une autre voie pour apporter l'eau sur Terre. En fait, synthétiser l'eau directement sur Terre en combinant de l'hydrogène avec de l'oxygène. Alors l'oxygène est où? Dans les silicates, il existe en abondance. Et eux, ils ont trouvé que les chondrites en statite, qui sont probablement les constituants majeurs de la formation de la Terre, parce que du point de vue isotopique, la Terre et les chondrites en statite sont identiques. Les chondrites en statite ne contiennent pas d'eau du tout, mais contiennent de l'hydrogène qui est lié au soufre. Et cet hydrogène déposé sur Terre aurait pu réagir avec l'oxygène terrestre qui se trouve dans les silicates pour synthétiser de l'eau. Et si on regarde finement les rapports isotopiques, on dirait que la moitié de l'eau terrestre vient par ces biais-là, synthèse sur Terre, donc un résultat très récent, ça vient de 2020, synthèse sur Terre grâce à l'hydrogène contenu dans les matériaux locaux, et une autre moitié a été apportée par les chondrites carbonés. Oh, vous direz, bon, juste un facteur 2, la moitié, ce n'est pas très important, mais ça change tout du point de vue philosophique, parce que cette composante, 50% de l'eau synthétisée sur Terre à partir des matériaux locaux, est donc générique. Donc, du coup, l'existence de l'eau sur Terre n'est plus un phénomène contingent de faible probabilité qui ne pourrait pas se passer ailleurs. C'est que ce résultat nous dit est qu'une planète rocheuse peut synthétiser son propre eau. Peut-être pas autant que la Terre, peut-être juste la moitié, mais ça peut suffire largement pour le développement de la vie. Donc, d'une certaine manière, l'eau sur Terre n'est pas si exotique que ça. Et alors, pourquoi Mars est sèche, pourquoi Vénus est sèche? Parce qu'ils l'ont perdu, cette eau. Et sur Vénus, on laissait, parce qu'on voit un rapport isotropique faramineux de thorium sur hydrogène qui est témoin de la perte de l'eau. Donc l'eau évaporée, parce que Vénus est très chaude, et une fois dans l'atmosphère, elle a été dissociée et s'est perdue dans l'espace. Et ce qu'on voit, donc cet hydrogène lourd qui reste dans l'atmosphère. Et Mars a aussi perdu son atmosphère. L'eau restant sur Mars est complètement gelée, se trouve dans les sous-sols martiens ou dans les calottes polaires. Hervé Cotin, on vient de parler des comètes. Alors c'est dommage parce que vous venez de me dire que finalement c'était pas les comètes. J'avais une belle photo de comète. Alors peut-être que vous l'avez vu, c'est Chuzisan Atlas qui est passé il n'y a pas très longtemps dans le ciel. Donc j'imaginais qu'on allait parler des comètes pour parler de l'origine de l'eau. Et puis là vous me dites patatras, c'est pas le cas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors je passe rapidement et je passe sur quand même Churyumov-Gerasimenko pour passer la parole à Hervé Cotin. C'est une mission que vous connaissez bien. C'est un objet que vous connaissez bien. S'agissant de l'origine de l'eau, ça veut dire que jusqu'à récemment, jusqu'aux travaux de Laurette Piani, on était dans le faux. Ou est-ce que les comètes ont encore un rôle à jouer dans cette histoire, ou est-ce qu'elles jouent un autre rôle finalement concernant l'évolution de la Terre? En fait, c'est un bel exemple de la méthode scientifique où on a des scénarios, on essaye de proposer des hypothèses qu'on va chercher à prouver par des observations, par des mesures, et un fourmillement d'informations, de travaux qui vont sortir des choses assez inattendues, parce que je pense que les chondrites à enstatite, avant les travaux des collègues de Nancy, personne ne considérait ça vraiment comme une source fiable. Donc je pense qu'il faut quand même avoir en tête que c'est toujours quelque chose qui est en gestation. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'avoir quelque chose qui tient la route, et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'avant, c'est ça, ce qui est important dans ce qu'a dit Alessandro, c'est que si on démarrait avec une Terre qui était sèche, le fait qu'il y ait de l'eau sur une planète analogue à la Terre, une petite planète dans la zone qu'on appelle la zone habitable, ni trop loin, ni trop proche de son étoile, c'était un peu un coup de chance qui est une quantité d'eau suffisante pour avoir des océans. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir trop d'eau? C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant. Mais ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est garder en tête que les comètes restent encore des objets qui sont mal connus. C'est-à-dire qu'avant qu'on envoie Rosetta vers cette comète, Churyumov-Gerasimenko, tout le monde était persuadé qu'on allait trouver un rapport d'essurage qui était un rapport terrestre. 1,5, 10-4, qui est un peu la signature isotopique, là, dans ma bouteille d'eau et dans toutes les bouteilles d'eau dans cette salle et partout sur la Terre. Si vous comptez le nombre d'hydrogène et le nombre de deutérium, qui est un hydrogène lourd,
entre guillemets, on peut les distinguer, on va tous trouver le rapport deutérium sur hydrogène 1,5, 10 puissance moins 4. Et on pensait que les comètes comme Tchouri auraient ça, parce qu'on avait déjà mesuré dans une ou deux comètes qui sont de la même famille dynamique que Tchouri, un rapport 1,5-10-4. Et dans les autres comètes, comme la comète de Halley, par exemple, la comète Hale-Bopp, pour ceux, ça, beaucoup ici, je pense, l'ont vu en fin des années 90, on trouvait des rapports de dessurage qui étaient très supérieurs, parce qu'ils viennent du nuage d'Oort. Et comme Tchouri venait en gros de la ceinture de Kuiper, on s'est dit ça doit être dans la même famille que les autres comètes de la ceinture de Kuiper, 1,5-10-4. Et on a trouvé un rapport d'essurage beaucoup plus élevé que ce qu'on n'avait jamais observé, même dans les comètes du nuage d'Oort. Et depuis, en fait, on a fait des mesures dans des nouvelles comètes, et on se rend compte que dans certaines comètes du nuage d'Oort, on a un rapport d'essurage terrestre, et dans des comètes de la ceinture de Kuiper, un rapport d'essurage qui est trop élevé. Donc, on a encore peu de données, on comprend encore très mal le rapport d'essurage, mais en contraignant avec l'azote, avec d'autres gaz, le xénon, toujours en jouant sur ces isotopes, voilà, on se dit que les comètes n'ont pas forcément joué un rôle important pour l'eau. Par contre, ce sont des espèces de mines à matière organique. Il y a une très grande diversité de molécules organiques, certaines qui sont très réactives, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et en fait, quand on fait des petits calculs d'ordre de grandeur, il ne faut pas beaucoup de comètes impactant la Terre, alors en fonction de leur taille, quelques centaines, quelques milliers, pour avoir un équivalent de carbone qui correspond au carbone connu dans le vivant. Alors bien sûr, sur Terre, il y a beaucoup plus de carbone que le carbone biologique, mais il ne faut pas énormément de comètes pour apporter un bilan de carbone qui est celui qui a été mobilisé par la vie. Donc on a toujours un puzzle où à un moment donné, on a l'impression de voir une image se dessiner, et puis au fil des années, ça va se cristalliser, ça va devenir un socle de connaissances solide. Et puis parfois, on assemble des pièces, on a l'impression que ça... Vous avez fait des puzzles, hein, déjà. Parfois, on a l'impression que ça marche, et puis on se dit, au bout d'un moment, ah ben non, là, cette pièce-là rentre pas, et il faut recommencer. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire, d'être capable de faire la part des choses et d'être témoin aussi de cette évolution qui est assez extraordinaire au cours de ces 10-20 dernières années. Donc s'agissant de l'eau, finalement, si j'ai bien compris, on n'a pas forcément besoin de l'apport cométaire avec un réglage fin, précis pour expliquer ce qu'on a. Finalement, comme vous le disiez Alessandro, ce serait générique finalement, ça pourrait s'être passé un peu partout, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire la même chose de cette fameuse matière organique dont vous parliez, Hervé Cotin, c'est-à-dire toutes ces molécules carbonées et toute cette richesse chimique dont on a besoin pour ensuite faire la vie, c'est évidemment l'étape suivante dans l'évolution du système solaire. Est-ce qu'on a besoin là aussi d'un apport extérieur pour expliquer ce qui nous constitue, ou est-ce que finalement, comme pour l'eau, on peut imaginer un scénario où tout est là dès la formation de la Terre? Alors, l'apport extérieur, l'avantage, c'est qu'en quelque sorte, il est certain. Que ce soit par des objets comme les chondrites carbonées, où on va avoir quelques pourcents de carbone de matière organique, et ou les comètes, où on va monter à plusieurs dizaines de pourcents de carbone. On sait qu'il y a eu des chutes de tels objets, on les observe encore. Via les micrométéorites que j'en connais très bien, l'un des avantages, c'est que ça sédimente gentiment dans l'atmosphère, et ça va être très peu altéré lors de la traversée et lors de l'impact. Donc on a une source en plus qui est... on peut avoir un bon inventaire de ce qu'il y avait à disposition pour la chimie qu'on appelle la chimie prébiotique, la chimie des origines de la vie, puisque les objets type astéroïdes, comètes, n'ont quasiment pas évolué depuis leur formation. Donc ce qu'on récolte maintenant grâce aux missions spatiales, ou ce qui tombe sur Terre, alors, on n'est pas sûr des abondances, mais en fait ce qu'on observe, c'est
exactement, quasiment, ce qui tombait sur la Terre primitive. Donc ça, c'est bien parce qu'on a un socle solide, on est sûr qu'il y avait ça. Maintenant, à quoi ressemblait la Terre primitive? C'est très compliqué, parce que la Terre est une planète active, avec un renouvellement de la surface régulièrement. La vie a complètement chamboulé notre planète, la composition de l'atmosphère, la composition de la plupart des minéraux aussi. Donc le fait que la vie soit apparue sur la Terre a un peu gommé les conditions d'apparition de la vie. Et on ne peut pas exclure que la composition de l'atmosphère ait pu être favorable à certains types de synthèse, mais on dit dans notre jargon, ça dépend des modèles. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Donc on ne peut pas dire les cas oui, ça ne m'intéresse pas parce que je suis un fan des comètes. On n'est pas à défendre une hypothèse par rapport à un autre, on cherche à accumuler des informations, mais on n'est pas sûr que l'atmosphère de la Terre, comme l'avait proposé Stanley Miller dans les années 50, pouvait être une belle usine à production de matière organique. Et puis au fond des océans aussi, il y a des structures qui sont des fumeurs noirs, des petits volcans sous-marins, qu'on connaît encore assez mal, en tout cas qu'on arrive assez mal à reproduire en laboratoire, parce qu'il faut travailler à très haute température, à très haute pression. Et maintenant, on commence à avoir des dispositifs qui permettent de simuler justement en laboratoire et essayer de comprendre la chimie. C'est d'ailleurs un des projets du PEPR qui a été mentionné tout à l'heure, justement de donner des financements pour financer ces micro-réacteurs basés sur des systèmes de microfluidiques. Donc ça fait rêver parce que c'est tout petit, mais ça permet de faire plein de chimie très compliquée et très précisément. Donc on a encore tout un champ de connaissances à explorer. Donc ça peut être frustrant alors je ne suis pas en train de vous dire en fait on n'en sait rien, mais de toute façon en tant que chercheur, si on sait, on va passer à autre chose. Par contre, on a plein de pistes à explorer encore. Et bien sûr, est-ce qu'au bout de cette chimie, la vie apparaît à tous les coups, une fois sur 10, une fois sur 1 million, une fois sur 1 milliard, une fois sur 10 puissance plein, énormément, on ne peut pas mettre le curseur encore à un niveau ou à un autre. Mais on progresse pour placer justement ce curseur à un moment donné. Mais je ne sais pas quand on sera capable de le dire. On a parlé des comètes, on a parlé des petits corps, on a parlé d'apports extérieurs à la Terre primitive. Tout ça se passe dans les 100 premiers millions d'années du système solaire. Alessandro, est-ce qu'on peut mettre en relation... D'abord, est-ce qu'il y a eu un bombardement? Parce qu'on a longtemps parlé de bombardement primitif de la Terre, dont la Lune garderait la cicatrice, etc. Je crois que c'est maintenant... le bombardement primitif a existé, mais on a un petit peu évolué sur l'intensité de ce bombardement, sa durée. Est-ce qu'on arrive à recoller les morceaux, là encore, entre vos modèles dynamiques et ce bombardement, cet apport de matière extraterrestre? Est-ce qu'au moins, de ce point de vue-là, on a une espèce de cohérence sur le timing, on va dire? Oui, on commence. Disons, évidemment, les bombardements étaient beaucoup plus intenses à l'origine, parce que la Terre, les planètes se forment par accrétion. Donc ces bombardements s'estompent lentement avec le temps, mais on voit sur la Lune encore 600 millions d'années plus tard, il est encore très intense. Et les différents objets arrivent un peu par vagues différentes. Donc les objets locaux bombardent la planète de moins en moins avec le temps, et le bombardement s'estompe sur à peu près un demi-milliard d'années. Les objets plutôt chondrites carbonés, eux, ils arrivent... pendant que la Terre est en train de se former et plutôt vers la fin, parce qu'on voit plutôt une trace, encore une fois par les biais des isotopes, une trace de matière provenant des chondrites carbonés plutôt dans les éléments sidérophiles, donc ce qui reste dans les manteaux, qui ne sont pas partis dans les noyaux de la Terre, donc ont été délivrés relativement tard pendant la formation de la Terre. Les bombardements cométaires arrivent vraiment à la fin de la formation de la Terre, quand les planètes géantes ont cette phase d'instabilité qui les amène sur les orbites actuelles. C'est le moment où la population transneptunienne est dispersée, donc c'est le moment vraiment où il y a vraiment un pic du bombardement cométaire, et grosso modo, c'est à la même époque de la formation de la Lune. Voilà. Et après, bien sûr, même aujourd'hui, il y a des astéroïdes qui tombent sur Terre, des météorites qui tombent sur Terre, des poussières qui tombent sur Terre, des comètes sans doute, mais l'apport des matières est vraiment infinitésimal. Donc le tout s'est joué
grosso modo, pour la matière primitive, donc comète et chondrite carbonée, certainement dans les premiers 50 millions d'années, et la matière un peu plus sèche a continué à bombarder la Terre jusqu'à il y a 3 milliards 900 millions d'années, 3 milliards et demi d'années. Est-ce que... Oui, Hervé ? Je vais juste, très brièvement, on ne se rend peut-être pas compte il y a un grand bouleversement de paradigme d'apparition de la vie qui a eu lieu avec justement ces histoires de bombardements tardifs. Moi, quand j'étais en thèse, quand j'écoutais mes homologues faire des conférences, ils disaient de toute façon, avant, il y a 4 milliards d'années, c'est pas possible, la Terre était un enfer, il y avait des bombardements intenses, et si la vie apparaissait, elle était détruite immédiatement, et on envisageait l'apparition de la vie sur la Terre à partir d'il y a environ 3,5 milliards d'années. Alors, les plus anciennes traces de vie connues, certes, sont actuellement autour de 3,5. Maintenant, il y a des indices un peu plus tard, et on voit dans certains journaux, plutôt sérieux, maintenant des chercheurs et des chercheuses qui publient des indices, alors c'est infime, ils disent peut-être qu'il y a 4,1 milliards d'années, il y avait déjà de la vie sur la Terre. Et puis il y a des preuves maintenant, j'ai l'impression, géologiques, géochimiques, qui indiquent qu'il y avait déjà de l'eau stable à l'état liquide sur la Terre, une bonne 100 à 200 millions d'années seulement après l'apparition de la Terre. Donc la fenêtre où on se permet d'imaginer que la vie a pu apparaître a vraiment reculé dans le temps. Et bien sûr, plus on cherche loin dans le passé, moins on a des chances de trouver, parce que on n'a plus de roches et on va chercher des déséquilibres isotopiques dans des minéraux qui sont des indices infimes qui sont très difficiles à tester pour dire que c'était vraiment la vie. Et ça reste encore compatible avec ce bombardement dont on a parlé, en fait, cette dynamique du système solaire assez compliquée au départ. On peut intellectuellement réconcilier ce système solaire très agité et une apparition de la vie si loin dans le passé, à 4,1 milliards d'années, ça fonctionne quand même ? Oui, donc il y a ce bombardement qui continue. Donc la Terre est beaucoup plus agitée qu'à l'époque actuelle, mais l'intensité du bombardement n'est pas suffisante pour créer, par exemple, faire bouillir tous les océans. Donc évidemment, ponctuellement, il y a des grandes catastrophes. Il y a même des auteurs qui ont imaginé que ces impacts, en fait, créent des conditions de fort déséquilibre qui pourraient favoriser, même d'une certaine manière, certaines réactions chimiques et peut-être l'émergence de la vie. C'est très spéculatif. Mais disons, c'est plus ces scénarios de terre infernale où tout est fondu, la température est plusieurs centaines de degrés, il n'y a pas une seule molécule d'eau liquide pendant des milliards d'années. Ça, c'est clair que le bombardement, même dans son intensité, en allant s'estompant dans les temps, la Terre a pu avoir de l'eau liquide à sa surface, même peut-être sporadiquement, mais déjà relativement tôt dans l'histoire du système solaire. Donc ça invite à être assez optimiste, enfin en tout cas, peut-être c'est trop naïf, vous me direz, sur la possibilité de la vie ailleurs. Et c'est la dernière question que je vais vous poser, et je vais vous la poser à chacun avec votre spécialité, votre regard. Est-ce que vous diriez, Maud Langlois, qu'on est peut-être pas à l'aube, mais est-ce qu'on trouvera un jour la vie ailleurs ? Et si oui, est-ce que ce sera dans 20 ans, dans 50 ans, dans un siècle ? Je vous pose cette question parce que il y a quelques années, dans un colloque aux États-Unis de recherche, cette question avait été posée, et il en était ressorti pas mal d'optimisme. Alors c'était il y a une dizaine d'années. Quel est votre sentiment, votre intime conviction, si j'ose dire, sur cette question ? Peut-être un peu compliqué pour une scientifique, mais vous avez sans doute un avis. Alors, c'est pas forcément une conviction. Effectivement, on a du mal à imaginer que ce qui s'est passé, les phénomènes qui sont en jeu pour créer la vie ici, ne puissent pas se reproduire vu la diversité de planètes qu'on découvre ailleurs et qui reposent peut-être sur de la chimie différente et sur moins sur la chimie du carbone ou sur d'autres chimies, mais c'est difficile d'imaginer qu'on est les seuls, je pense. Voilà, ça c'est. Par contre, vous avez parlé de détection, et là, donc juste pour reclarifier par rapport aux exoplanètes, on a quand même des indices qui sont juste reliés à la lumière qui arrive de ces planètes-là, et donc
Ça veut dire qu'il faut extrapoler à un moment donné qu'on a une biosignature, et peut-être c'est un ensemble d'ailleurs de biosignatures, qui fait penser à la vie. Mais on n'est pas du tout comme dans notre système où on peut aller in situ, on a une image de cette Terre ou de Mars qui est résolue. Là, on a juste un petit peu de lumière qui nous arrive, on ne peut pas résoudre ces systèmes angulairement, et du coup, l'information, il va falloir quand même extrapoler et se baser sur d'autres études pour essayer de conclure. Donc c'est très difficile. Et on a besoin de très grands télescopes pour avoir des suspicions, mais la conclusion est très difficile à obtenir et a besoin d'autres études aussi sur notre système solaire. Voilà. Jean Duprat, même question. Quel est votre point de vue ? Oui, j'ai la même approche que Maud, c'est-à-dire on a quand même toujours un tout petit peu du mal à se dire nous sommes exceptionnels. C'est quand même une idée qui est délicate. Mais au-delà de ça, bon, déjà, première chose, les ingrédients de base de la vie, la chimie du carbone, les molécules carbonées, on les trouve, on les voit ailleurs. On les voit dans la matière extraterrestre de façon très claire. On trouve les briques élémentaires, par exemple des acides aminés. Hervé pourra peut-être faire un commentaire là-dessus. Mais donc les briques élémentaires du vivant, elles sont partout dans l'univers. Donc c'est compliqué de se dire qu'il n'y a que ici qu'elles se sont ensuite combinées. Alors bien sûr, par contre, effectivement, il y a un océan, si je puis dire, entre ces briques très simples et puis une première cellule hypothétique qui, elle, a émergé sur Terre. Peut-être juste un mot à propos bon, alors moi, ma conviction, c'est que je suis à peu près convaincu que la vie a émergé ailleurs, émerge ailleurs. Dès que les conditions sont quand même ce que nous montrent, mais même les zones les plus froides, les plus les plus hostiles qui sont observables, c'est que dès que c'est possible, les molécules de carbone se combinent pour former des molécules plus compliquées. Donc de ce point de vue-là, ce serait moi ça me paraîtrait très audacieux de dire non, ça s'arrête avant. Bon, voilà. Mais quand même une remarque là-dessus. Quand on dit est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, on a quand même tous tendance, moi y compris d'ailleurs, à envisager cet amphithéâtre où la vie, une planète grouillante de vie avec des arbres, Il faut quand même se rappeler bien considérer le fait que l'exemple que nous connaissons, c'est-à-dire notre planète, pendant la quasi-totalité de son existence, donc elle est habitée. Alors peut-être que c'est avant 3,5 milliards. Enfin 3,5 milliards, c'est déjà très tôt. Donc en gros, la planète Terre a connu la vie pratiquement depuis le départ, rapidement, en tout cas très rapidement. Mais pendant toute cette période-là, c'est pas nous, c'est-à-dire c'est pas cette vie-là, c'est des algues. C'est la quasi-totalité du temps, c'est des algues. Donc juste un mot là-dessus, ce serait une découverte absolument majeure, très importante, de savoir qu'il y a des algues. Mais c'est quand même ça, à mon avis, que raisonnablement il faut chercher, parce que de la vie très évoluée comme nous, c'est-à-dire en particulier de la vie qui serait capable d'envoyer des signaux, ça par contre, sur une échelle de temps, si la Terre, toute la Terre, la vie de la Terre c'est 24 heures, nous on est là depuis un millième de seconde à peine, en tant qu'espèce évoluée, ou en tout cas, nous on envoie des signaux depuis à peine un siècle. Donc voilà, donc c'est juste... Quand on cherche la vie, voilà. Alors il y a effectivement un phénomène qui s'est passé que Hervé il a fait une allusion à ça avant. C'est la vie, la planète et la vie interagissent. C'est-à-dire que la planète agit sur la vie, mais la vie agit sur la planète. Alors en particulier, elle a agi de façon massive en relarguant, en libérant l'oxygène. Donc ça, c'est effectivement un signal qui fait partie des choses qu'on peut chercher, c'est-à-dire une planète pas trop grosse, avec de l'eau, et si on voit une atmosphère avec de l'oxygène, nous savons que c'est la vie, la photosynthèse, qui a fait que notre planète a acquis cette atmosphère
qu'elle n'avait pas avant, oxygénées. Je pense que si on voit ça un jour, et ça c'est peut-être pas si loin, hein, peut-être pas nous, mais nos enfants ou nos... Là, on pourra commencer à se dire, on n'est pas loin. Et ça nous pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait avec notre planète. La même question, évidemment, pour Alessandro. Alessandro, vous avez dit tout à l'heure, finalement, le système solaire est rare, on le trouve dans 1 cas pour 1000. Ça irait plutôt dans le sens d'une rareté de la vie, ou alors il ne faut peut-être pas chercher la vie dans les systèmes solaires, je sais exact. Alors, le système solaire est rare, maintenant on le sait, mais peut-être il ne faut pas tout à fait avoir exactement un système solaire pour avoir la vie. On peut imaginer d'avoir la vie sur des mondes plus exotiques. Maud l'a dit, il y a des planètes autour des trappistes qui sont dans la zone dite habitable pour avoir de l'eau liquide en surface. Quand même, c'est quand même des planètes un peu bizarres, sont très irradiées, reçoivent de grosses doses de rayons X, d'UV, ils montrent toujours la même face à l'étoile, donc le climat est très bizarre. La Terre n'est pas seulement à la bonne distance pour avoir de l'eau liquide à la surface, elle a aussi un tas de propriétés géophysiques intéressantes propices à la vie. On a cette tectonique des plaques qui permet de stabiliser les climats, alors que l'étoile s'est déjà réchauffée de 30% depuis le début du système solaire, elle va continuer à le faire. Si on n'avait pas eu ça, peut-être la Terre aurait été habitable seulement pendant une période de sa vie, pas pendant tout le temps. On a un champ magnétique généré par une convection du noyau qui protège l'atmosphère de l'érosion, etc. Il y a beaucoup de propriétés qui font de la Terre vraiment la planète plutôt idéale pour développer la vie. Alors peut-être, oui, peut-être pas. Certaines conditions ne sont pas tout à fait nécessaires. Peut-être on peut développer la vie dans des conditions plus exotique, c'est très difficile à dire. Mon sentiment, et après il y a la grande question, comment émerge la vie d'une chimie, quoi. Et ça c'est très difficile, d'ailleurs même au laboratoire, même en pilotant, on n'a jamais réussi à faire une cellule artificielle. Donc la nature l'a fait par hasard. Ça semble être donc une chaîne d'événements de relativement faible probabilité qui doit s'enchaîner dans un bon ordre pour que la vie puisse émerger et prospérer. La preuve, la vie sur Terre a apparu une seule fois seulement. Nous sommes tous, toutes les formes vivantes sur Terre descendent d'un ancêtre commun. Il n'y a pas de vie parallèle sur Terre. Donc s'il y a eu émergence de la vie plusieurs fois, les autres émergences de la vie sont toutes mortes, n'ont pas réussi. Il y a une seule fois où la vie a émergé et elle a su prospérer. Donc ça ne peut pas être un truc très très probable, n'est-ce pas? Donc, devant cette faible probabilité, alors dire que la vie est unique sur Terre, c'est une aberration. Il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, 100 milliards de galaxies dans l'univers. Mais si l'émergence de la vie est l'issue d'un processus rare, ça veut dire que statistiquement, la prochaine planète qui a pu développer de la vie est statistiquement loin de nous. Donc, moi, j'aime bien faire les parallèles avec la loterie. La loterie, quand vous achetez un billet, vous ne pensez pas rationnellement de gagner, n'est-ce pas? La probabilité est tellement petite, mais toute la nation joue, il y a toujours un gagnant. Et alors, ce gagnant est statistiquement quelqu'un qui est très loin de vous, pas un membre de mon ami, un membre de votre famille, quelqu'un de vos proches, justement, parce qu'il faudrait connaître toute la nation pour connaître le gagnant de la loterie. Et pareillement pour les planètes, chaque étoile joue à la loterie de la formation planétaire, réussit plutôt bien. Chaque planète joue à la loterie de l'origine de la vie, et là, probablement, les probabilités sont plus faibles. Donc, il y a certainement, nous, on est des gagnants, il y a certainement d'autres gagnants dans l'univers. Si les probabilités sont faibles, statistiquement, c'est loin. Et si c'est loin, ça va être très difficile à trouver, parce que toutes nos capacités d'investigation s'estompent quand 1 sur R au carré, la distance au carré. Et donc, s'il n'y a pas de vie dans notre banlieue galactique, on ne la découvrira jamais. Et ça, je pense qu'il faut le dire, parce qu'aux États-Unis, on fait la surenchérie, parce qu'on veut avoir des fonds, etc. C'est très américain, on va découvrir la vie dans 10 ans, puis 10 ans passent, comme tu l'as dit, et puis on est toujours là. C'est comme quelqu'un qui dit qu'en 2024, on était déjà sur Mars. Bon, on est en 2024, on n'est pas sur Mars. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut être réaliste, parce que sinon, la société, les publics, ça crée des désillusions, puis ils se sentent trahis. Donc, il faut être réaliste. Si la vie, et j'ai un grand si, je ne veux pas dire de le savoir, mais si la vie est un phénomène, l'émergence de la vie est un phénomène rare, la vie existe certainement, mais elle est statistiquement loin et on ne va pas l'identifier. Et on pourrait en rester là.
Donc ça, c'est la version pessimiste, peut-être réaliste, en tout cas, effectivement. Et il y a une question... J'espère me tromper. Je vais remettre le visuel qui terminait ma présentation pour Hervé. Et sous la banquise d'Encelade, on n'en a pas parlé, mais on parlait de l'eau, et puis on sait qu'il y a des satellites autour des planètes géantes qui sont gorgés d'eau. Est-ce que c'est pas là qu'il faut chercher, finalement? Alors, dans le système solaire, il y a Mars. Et si ça se trouve, au premier retour d'échantillon de Mars, on trouvera quelque chose et la communauté s'accordera pour dire que c'est de la vie. Il y a des chances qu'on trouve des choses bizarres, ambiguës, et qu'on se dise il faut ramener encore plus, il faut être prudent. Mais dans le système solaire, où il y a quelque chose comme la Terre, il y a Mars. Et puis effectivement, il y a tous ces satellites des planètes géantes, mais qui sont dans des configurations qui sont très différentes. C'est-à-dire que si la vie est apparue, elle est apparue forcément au fond des océans, sans doute sans lumière, alors que sur Terre, on avait quand même la chance d'avoir à la surface un flux constant d'énergie venant du Soleil. Et on a tendance à dire, oui, alors il faut de l'eau, il faut de la matière organique, il faut laisser barboter, et puis si on est optimiste, la vie va apparaître au bout d'un moment. Mais il y a le troisième pilier de ce postulat concernant l'apparition de la vie, c'est l'énergie. Et c'est vrai que la vie, ce n'est pas seulement des molécules, c'est un agencement et une orchestration de molécules entre elles. C'est-à-dire que voilà, quand on meurt, désolé de finir là-dessus, mais quand on meurt, on a exactement la même composition chimique. Et donc ce n'est pas juste les molécules qu'il faut qu'on vit, c'est comment les molécules s'orchestrent entre elles et comment tout ça est agencé. Et donc, l'une des clés, sans doute, qu'on découvrira peut-être un jour, c'est justement comment est-ce qu'on active le système chimique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, je n'ai aucun moyen de mettre le curseur entre eau liquide, matière organique, énergie, quelle qu'elle soit, la vie apparaît. Et si on trouve de la vie là, imaginons qu'on est dans Europe, et s'il y a ne serait-ce que des bactéries qui aient pu apparaître dans les océans d'Europe, Encelade, etc., ça serait fabuleux. Ça voudrait dire qu'il y a vraiment de la vie absolument partout dans l'univers, mais pas forcément la vie, nous. C'est déjà une bactérie, c'est aussi compliqué et aussi évolué que nous. Je ne dis pas que j'aimerais être une bactérie, mais en termes d'organisation, de chimie, de biochimie, c'est tout aussi sophistiqué que nous. C'est pas moins bien. Il faut oublier ces arbres de l'évolution où il y avait les champignons, les algues, et puis l'homme, je ne dis même pas la femme, hein, c'était l'homme et le cerveau de l'homme qui était au sommet de l'évolution. On est un ensemble d'êtres vivants sur la Terre qui ont tous une seule origine. Et la statistique, j'ai du mal à faire de la statistique avec un. Voilà. On peut entendre des gens qui disent oui, l'univers est tellement grand, l'univers, oui, forcément, mais si on raisonne à l'infini comme ça, forcément, statistiquement, il y a dans un amphithéâtre un groupe de 4 chercheurs, un animateur, une des chercheuses qui a dû partir parce qu'elle avait son train à prendre. Statistiquement, ça s'est forcément produit. Ça se produit forcément ailleurs. Et ce biais d'où mettre le curseur, on est en train de chercher. Et je trouve on vit dans une époque fascinante où on cherche. Il ne faut pas être trop pressé. Et c'est frustrant. Ça ne nous empêche pas d'espérer, de rêver, d'imaginer. Mais à un moment, nous, chercheurs, chercheuses, il faut leur dire, écoutez, c'est pas parce qu'on trouve une molécule bizarre et inattendue, parce que ça arrivera. Dans les exoplanètes, on verra des choses bizarres et inattendues. Et il y aura une tentation de se dire, oui, c'est tellement bizarre et inattendu, ça serait bien que ce soit de la vie. Mais ça serait tellement bête qu'en fait, ce soit juste une réaction à laquelle on n'a pas pensé, parce que c'est une chimie et une géochimie tellement différentes que celles qu'on connaît. Ce serait tellement bête qu'on soit persuadé d'avoir trouvé de la vie parce qu'on a vu une molécule bizarre et qu'on se trompe. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de nous préparer à cette quête qui sera peut-être résolue très vite, comme je l'ai dit, ou peut-être qui sera encore très longue, mais c'est comme ça. Voilà. Très bien, merci. Vous êtes le président de la Société française d'exobiologie et vous êtes le seul à pas vous être prononcé très clairement sur le sujet, donc wait and see. J'aimerais. À titre personnel, j'aimerais, mais j'en sais rien. Voilà.
Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette table ronde. Je vous remercie.